petits lézards, bien écoutez, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette deuxième partie de l'analyse du livre de Lou Elizondo, puisque vous l'avez vu dans notre live du dimanche, nous avons consacré une large partie de ce live à l'analyse. Je ne vais pas utiliser le terme critique, bien qu'on l'ait critiqué. Et c'est une analyse critique. Voilà, c'est une analyse critique, effectivement. D'une part, la présence de Fred m'embêtait quand même parce que Fred, de par ses qualifications professionnelles, à mon sens, a un éclairage très important à nous apporter sur ce livre. Alors, Fred nous avait fait un audio, mais c'est vrai qu'après coup, je me suis dit que ce serait quand même plus intéressant d'avoir cet échange qu'on va avoir avec Fred et qu'on enregistre. Et d'autre part, on va faire voilà. Là, ce que vous avez, c'est une vidéo globale qui intègre l'analyse que nous avons fait avec les copains et l'analyse que nous faisons ce soir avec Fred. Alors Fred, tout d'abord, comment vas-tu? Très bien. Retour de vacances, hein, c'est la rentrée. Ah bah oui, c'est voilà. la rentrée, c'est là je suis dans le dur là, donc voilà. Hein, et rentrée ufologique quand même assez costaud aussi. On a ce livre. Ouais. On a ce livre qui sort. Qui était attendu, c'est pas. Qui était très attendu. Il est sorti le 24 août. Il était très attendu de tout le monde, de moi. Hein, de toute façon, j'en ai jamais fait mystère parce que je pense que c'était nécessaire de le lire. Oui. C'était parce que c'est Elizondo et il faut quand même savoir que dans le milieu de l'ufologie, il y a quand même pas grand monde qui suscite autant de passion. C'est pas parce que c'est pas un personnage clivant, Elizondo, mais il a apporté tellement de choses. Il a fait passer l'ufologie dans un autre step en 2017. Après, voilà, les observables, tout ça. C'est quelqu'un qui est crédible, qui est sérieux. Et le fait qu'il publie un livre, forcément, il est vital pour un fan d'ufologie de le lire. Et je le dis toujours, même après lecture et même après l'analyse critique qu'on peut faire, je dis toujours, si vous aimez l'ufologie, le livre d'Elizondo, il est nécessaire. Il faut l'avoir lu. Je pense que ça fait partie des livres. On aime ou qu'on n'aime pas. Après qu'on ait un bilan qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, dire par rapport au statut de l'ufologue qu'il est, il faut l'avoir lu. Ouais, c'est ce que je disais hier. Je disais, pour moi, Lou Elizondo est un symbole de l'ufologie. Alors, de l'ufologie, et moi, ce que j'attendais de ce livre, je le dis encore une fois, et c'est vrai que j'ai un peu mieux compris avec les discussions qu'on a eues avec les copains hier, j'attendais de ce livre peut-être qu'il arrache un petit peu l'ufologie dans la gangue où il était pour le monter un petit peu. C'est-à-dire, franchement, j'espérais un livre où il y ait du recul, de la hauteur. C'est ça. Et je dirais des vraies pistes de réflexion. Ce que j'ai pas eu dans le livre. Après, le livre, il a ce qu'il est et ce qu'il devait être. Et la différence, la déception que tu as et que pas mal de personnes ont, c'est la différence entre ce qu'il aurait dû être, parce que c'est Elizondo, parce qu'on est en 2024, parce qu'on est en disclosure, et ce qu'il est. J'en parlais à un ami qui m'a demandé mon avis sur le livre d'Elizondo. Je lui ai dit, c'est un très mauvais bouquin, mais un excellent livre d'ufologie. C'est pas faux. Non, mais c'est pas faux. Voilà, c'est un livre d'ufologie. Ouais, c'est vrai. C'est un livre d'ufologie. Alors, est-ce qu'il arrive à faire son chemin parmi la myriade de livres d'ufologie qui paraissent très régulièrement, hein? Il y a vraiment une bibliographie colossale en ufologie qui se fait, que ce soit des éditeurs du pro, de l'amateur, il y a quand même ce qu'il faut en lecture. Ouais. Est-ce qu'il tire son épingle du jeu? Pour moi, pas tant que ça par rapport à ce que doit être un livre ufologique. Donc pour le coup, le Elizondo, le nom Elizondo sur le livre, par rapport au contenu qu'il y a à l'intérieur, on va pas parler de style, parce que ça a déjà été évoqué une fois. On l'a dit, et on va dire, Fred, que tu es d'accord avec l'analyse qu'on a portée sur le style. Hein, voilà, juste on dit ça. Voilà. Oui, parce que c'est quand même dommage de pas se faire aider. Aujourd'hui, alors autrefois on appelait ça des nègres, mais aujourd'hui il y a des ghostwriters, aujourd'hui il y a des aides, il y a des journalistes. On a l'impression que c'est plus ce ChatGPT qui l'a aidé qu'un journaliste du Hollywood Inquirer. Donc bon, ça c'est dommage. Néanmoins, style mis à part, il y a une structure dans le livre d'Elizondo. Il y a un message qui est distribué. Il y a une sorte de, il y a une mythographie. Il y a comment est-ce que le phénomène ovni est utilisé à l'intérieur du livre. En fait, il y a une structure narrative. Il y a un narratif qui est proposé par Elizondo.
Et là, il y a des choses qui sont super intéressantes. Alors super intéressantes, peut-être pas pour un fan d'ufologie, plus pour un historien ou un sociologue. Ouais. Mais néanmoins, on n'est pas dans la surprise. C'est pour ça que je dis que c'est un très bon livre d'ufologie parce qu'il ne dénote strictement pas de ce qui peut être proposé par d'autres auteurs d'ufologie, notamment, on va parler donc du projet Legacy et en fait de l'ethnocentrisme. C'est les États-Unis, le centre du monde. On est dans un film de Roland Emmerich. On va prendre un petit exemple. Pascal, tu as lu le livre comme moi. Qu'est-ce qui parle de Magenta? Qu'est-ce qu'il dit sur Magenta? Qu'est-ce qu'il dit sur Trinity? Alors, parlons quand même du projet, enfin du Legacy Programme. Legacy Programme, qu'est-ce que c'est? Parce qu'effectivement, moi je te dis franchement, hein, et pourtant j'ai l'impression d'avoir 2-3 connaissances dans le sujet, je ne connaissais pas le programme Legacy. Toi, tu en avais déjà entendu parler ou pas? C'est des choses qui ont déjà été évoquées par d'autres auteurs? Pas en termes Legacy pour moi. Par contre, dans la description qu'il donne, c'est limpide. Oui, mais dans le terme. Là, non, je sais pas. Ça m'a pas sauté aux yeux. Faudrait que je me replonge dans des. Bah ouais. Dans des bouquins, mais Legacy, ça me dit rien. Après. Alors, Legacy, on va être clair, ça veut dire héritage hein, en américain. Donc, programme Legacy, c'est quoi? Ce serait une petite structure de personnes qui secrètement auraient récupéré et du matériel et du matériel technologique et du matériel biologique d'entités venant d'extraterrestres quoi. Alors, alors on parle de sous-coupe, mais on parle aussi d'implants par exemple. Hein. Ouais, aussi. Alors ça, les implants aussi, c'est toute une histoire. Sur le Legacy Programme, et c'est important ce que tu dis, à un moment dans le livre, Lou Elizondo dit « Al Puthoff me dit tout commence à Roswell, 1947 ». Et là, je te rejoins, par contre, ce qui est étonnant, parce que si Lou Elizondo valide ça, ça veut dire que Trinity, 1945, ça n'existe pas, ou en tout cas, ce n'est pas viable, donc ça veut dire qu'il désavoue Jacques Vallée et d'un autre côté, qui est-ce qui valide aujourd'hui Jacques Vallée sur Trinity? Il y a des gens encore qui disent que c'est non, il y a encore des gens, il y a des Français, on va pas les citer hein, mais bon, alors ils soutiennent Trinity parce que c'est Jacques Vallée hein, Voilà. Oui, mais c'est encore soutenu. Je pense que je pense que face caméra, il y aura des gens qui auront du mal à dire Trinity n'a aucune réalité. Et l'autre point qui moi me semble vraiment capital parce que Trinity c'est votre Magenta. Voilà, alors Magenta, c'est encore plus important parce que je vais vous faire la petite histoire quand même, hein. Rapidement. Magenta, c'est quoi? C'est Pinotti qui le sort au début des années 2000. On a eu un entretien avec Eduardo Russo là-dessus. On sait que Lou Elizondo va à San Marin pour un symposium de l'ICER, ou c'est plus de l'ICER, c'est une autre structure. C'est Titan Project peut-être. Voilà, tous ces gens-là, Pinotti et compagnie. Donc, il entend parler de Magenta à ce moment-là. D'ailleurs, il donne une interview et il parle d'une soucoupe qui aurait été récupérée en 1933. Moi, j'ai l'intime conviction que Grush entend parler de Magenta par Elizondo, directement ou indirectement, et Grush sort devant Gross-Coulthard. Ça peut être par Pinotti, hein. Moi, je pense Coulthard ou Coulthard. Ou Coulthard. Enfin, en tout cas, il y a une transversalité qui se fait. Mais là, par contre, Elizondo désavoue aussi Grush, puisqu'il ne parle pas de Magenta, puisqu'encore une fois... Alors, moi, ce qui me surprend encore plus, c'est que Ross Coulthard, notre ami, a beaucoup parlé de Magenta, et il a fait très récemment une interview d'Elizondo par rapport à son livre sur News Nation, et là, il parle pas de Magenta. Ouais, donc il y a un problème. Donc, alors, quid de Magenta? Ça, c'est un détail qui est super important parce que alors, vous allez dire, ouais, il désavoue Magenta. Attention, désavouer Magenta, c'est recentrer la naissance de l'ufologie aux États-Unis. Parce que sinon, Magenta, tu fais naître l'ufologie moderne en Italie, et là, en Europe. Là, c'est problématique. C'est très, très important pour l'ethnocentrisme de se dire, tout démarre chez nous. Donc, qui dit démarre chez nous, dit Roswell. On ne peut pas faire démarrer l'affaire à Magenta. Parce que, ok, ça a été récupéré par les Américains, mais Magenta, faut pas oublier qu'il y a la team Marconi qui bosse dessus, donc à la base, ce serait des Italiens qui auraient bossé dessus. Non, il faut pas que Magenta fasse partie du narratif. Donc on expulse un point du narratif, Magenta out. Moi, ce qui m'hallucine, je ne savais pas que Ross Coulthard, enfin,
J'ai pas regardé, je ne regarde pas Rose Coulthard, je regarde pas les gens qui appellent à la lapidation. Je suis désolé, c'est un principe de base. Voilà, je ne comprends pas. Non, mais voilà, oui, bien sûr. voilà. Hein. Par contre, effectivement, est-ce qu'on peut dire qu'on est journaliste si un an avant on a un gars qui parle de Magenta 33, qu'on a lu le livre d'un gars qui dit l'ufologie comme en 47 et de pas dire en tant que journaliste quelque chose ne colle pas. Si ce n'est qu'on veut fragmenter les choses et puis avancer les idées comme on entend qu'elles doivent avancer. Donc il y a une incohérence totale de Rose Coulthard là-dessus. Ce programme Legacy, au final, dans les pages, Lou Elizondo nous donne aucun nom, aucune date, aucun. On présume rien. On présume qu'il démarre fin des années 40, début des années 50. Ouais, on présume, voilà. C'est une extrapolation qu'on a fait, évidemment, parce qu'il y a des mois par rapport au bouquin qu'on a lu. Mais par contre, on n'a pas de hiérarchie, on ne sait pas. Alors, est-ce que c'est des privés? Visiblement non, parce qu'ils ont quand même leur accès au DOD. Ils ont des moyens, apparemment. Hein. Ouais, il y a de la thune. Dixit et Elizondo, ils ont des moyens. Thunes, politique, hiérarchique. Ils ont leurs entrées, donc ils doivent être plus ou moins liés au département de la Défense. Mais logique. Ouais, puisque d'ailleurs, ils font très attention à qui ils font rentrer dans la TIP pour pas se faire noyauter. Mais alors, via qui, via quoi, comment, pourquoi? On a l'impression d'avoir une énième refusée d'une organisation secrète type Men in Black, des Skulls and Bones, des Templiers, des Cathares, que sais-je et compagnie. Donc, c'est quand même un énième groupuscule d'État qui est là pour maintenir le secret, sachant qu'il n'y a pas de répercussions économiques dans le réel, puisqu'on va dire, il y aurait des infos, il lâche des noms, parce que Lockheed Martin a été accusé par Matt Ford de faire de la rétro-ingénierie. De la rétro-ingénierie, on prend sûrement de la rétro-ingénierie extraterrestre, c'est autre chose. Voilà, c'est tout le débat. Là, c'est ça. Alors après, il n'a pas été aussi loin parce que les avocats de Lockheed Martin, à mon avis, le petit cul de Matt Ford, voilà. Donc, le problème en fait, et si pourtant, alors, vous allez me dire, ouais, bon, bah, ok, d'accord, c'est flou. Mais le problème, c'est qu'il articule énormément de son narratif autour de ce projet Legacy. Alors, il y a une autre entité nébuleuse aussi, du même acabit, parce que Lou Elizondo, pendant ses efforts à la TIP, n'a pas qu'un ennemi, il n'a pas que les Legacy programmes, il a aussi cette fameuse Elite Collins, dont je n'avais jamais entendu parler non plus. Alors l'Elite Collins, telle qu'elle est définie, c'est quoi? C'est des espèces d'Illuminati, on va dire des choses, des chrétiens extrémistes. Voilà, là on est plus dans le Deep State. On est plus dans l'image qu'on pourrait se donner des pédosatanistes qui planquent des enfants à l'arrière des arrière-boutiques de pizzeria pour récupérer de la danochrome. Là, on est vraiment sur des illuminés. Des fous de Dieu en tout cas, des fous des chrétiens et qui assimilent les extraterrestres à des démons et à des anges. Voilà, c'est un peu le discours de Burchett. Après, il y a quand même pas mal de politiques. Si on prend, comment elle s'appelle, Marjorie Taylor Greene, par exemple. Aussi. On n'est pas loin. Marjorie Taylor Greene, qui est soutenue par Paula White, qui est une évangélisatrice américaine. Donc, ça fait des votants, Ça fait des votants, tout ça. Ça fait des votants. Donc, Elizondo, il a des ennemis, c'est des Trumpistes. Bon, ok, d'accord. Mais est-ce que cette Elite Collins, alors moi c'est pareil, c'est un terme que je ne connaissais pas. Alors j'ai regardé rapidement. Apparemment, il y a 2-3 entrées de livres qui en parlent déjà. Est-ce que cette Elite Collins, c'est un début de réalité? Parce que on peut l'envisager aussi qu'une espèce de groupuscule néo-chrétiano-extrémiste et des entrées au pouvoir. Ça, c'est pas spécialement déconnant. Non, ce serait pas une surprise, malheureusement. Attention, ce serait pas une surprise. Il existe de nombreux clubs, de nombreux think tanks aux États-Unis, que ce soit démocrates sur la côte est, que ce soit plutôt au sud, dans le sud profond américain, qui effectivement tentent de proposer des plans. On a beaucoup parlé du plan Project 2025, qui est proposé par des think tanks fondamentalistes religieux américains, qui visiblement Trump aurait plus ou moins accepté certains points, ou tout du moins serait très partisan de certains points. Donc qu'il existe un think tank, qu'il existe un groupe d'extrémistes
Alors, de là à parler des Illuminati, c'est un terme que moi, bien entendu. Non, mais voilà, j'aime il pas, rapproche ça, mais, il rapproche ça un petit peu dans le fonctionnement aux Illuminati, quoi. mais oui, mais alors, admettons, très bien, ce groupe, possiblement probable, tout comme un groupe d'industriels qui se réunirait, mais quel est le Ouais. but? Quel est l'objectif? Bah, il est défini comme des ennemis du programme ATIP, ou en tout cas des ennemis à la libération de la parole et à la disclosure, parce que Voilà. pour ce groupe-là, eh bien les extraterrestres seraient l'équivalent de démons, donc il ne faudrait absolument pas s'en occuper. Quoi. Évoquer En le gros, c'est nom, ça. ouais. Voilà, c'est Mais même pas caché, là, c'est carrément ne pas s'en occuper. Quoi. on revient sur le narratif du Deep State, qui est très, Ouais. très apprécié des QAnon, qui est de dire qu'il y a des élites, bon, bah, on va pas se voiler, hein, souvent juives, très riches, Bah qui oui. manipulent la population dans le but de maintenir un secret. Alors, quel secret? Domination du monde, là, extraterrestre, mais on a un discours complotiste. Complotiste, attention, les gens disent, ah, bah, il met complotiste toutes les sauces. Bah Complotiste, oui, tel mais que là, sur le défini coup, par Karl Popper et Samuel Palmer dans le livre La société ouverte et ses ennemis, publié en 1964. Je vous invite à se pencher sur ce livre qui donne une définition très précise de ce qu'est le complotisme. Et là, on a ça. On a l'idée d'une société secrète qui est là pour, donc, dans l'ombre, manipuler le monde, l'opinion, les médias, les pouvoirs, dans le but de mener un projet flou. On ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent pas que les démons débarquent sur Terre. Ils sont dans une croisade. Ouais. bon, mais leur technique, c'est mettons la tête sous terre, comme ça ils nous verront pas. C'est un peu la politique de l'autruche, j'ai Ouais. l'impression. Enfin, telle qu'elle est décrite par Louis Telle Elizondo, qu'elle est bien sûr. décrite dans le livre de Voilà. Lizondo. Je, je, Après, Alors, tu vois, dans ce livre aussi, il y a un mélange et tout est là. En fait, les choses sont floues, les choses ne sont pas définies. Je vais prendre un autre exemple qui m'a marqué puisque c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même, enfin que j'ai vécu de près. Quand il indique que le programme ASWAP posait des problèmes de sécurité puisqu'ils avaient acheté des informations à des civils. Alors, effectivement, quel civil? Alors, si, moi je sais. C'est ça le problème. C'est que là, encore une fois, il n'est pas Oui. précis. Non, mais là, par contre, on Puisqu'effectivement, le sait. Parce que, voilà. Ouais, mais on le sait, tout le monde ne le sait pas. Bigelow a effectivement acheté la base de données du MUFON à l'époque, sans l'assentiment de la base. Hein. Ça avait été fait au niveau des instances du MUFON, enfin, avec argent sonnant et trébuchant. Hein. Donc, c'est-à-dire mais que il a payé. des informations qui étaient ultra confidentielles ont bien été monnayées à Bahas et donc rendu accessible quelque part à des éléments du DOD. Ça a posé un énorme problème. Mais là, tu vois, Louis Elizondo ne dit pas Bahas a acheté la base de données du MUFON. Si tu le sais pas, encore une fois, on est dans une espèce de flou artistique. Oui, mais le problème, donc, on a des vérités, mais elles sont pas complètes. Tu vois, moi ce détail-là je l'ai et ça m'a marqué. J'ai dit mais pourquoi il dit que c'est pas, pourquoi il ne dit pas les choses que le MUFON. Le problème, c'est que si tu mets Bigelow dans la boucle, tu perds en crédibilité. Ah ben il y est de toute façon dans le livre. Hein. Oui, mais bon, Bigelow, c'est compliqué aujourd'hui parce que Bigelow, les Men in Black, les Illuminati, ils s'intéressent pas à Bigelow. Bigelow, il fait de l'entertainment. Ouais, aussi. Mais voilà, je voulais souligner ce point parce qu'encore une fois, dans ce livre, souvent, on peut dire non, mais il dit des choses vraies ou ouais, il dit des choses vraies, mais il va pas au bout. Un autre point peut-être dont je voulais discuter avec toi, moi qui m'a quand même choqué. On voit clairement, à mon sens, hein, dans ma lecture, c'est pas Lou Elizondo le patron de la type, c'est plutôt G. Stratton. C'est Stratton. Tel que c'est défini. En tout cas, moi je connais pas l'organigramme de la TIP et en plus voilà visiblement il y en avait un. Il y en a. Enfin, en tout cas, la ATIP n'a pas et c'est acté dans le livre. Il n'y a pas besoin de savoir lire entre les lignes. La ATIP se retrouve à un moment où elle n'a pas d'existence légale. Elle n'est pas reconnue. C'est même pas un black programme. C'est rien du tout puisque Lou Elizondo. C'est une sorte de. Là pour le coup, on est dans le sorte de think tank. C'est une sorte de club de potes en fait. Hein. On a toujours dit un club ufologique avec des gens gradés, enfin avec des gens qui viennent de l'armée. D'ailleurs, et Lou Elizondo fait cet aveu qu'il va détourner une partie de fonds qui sont dédiés à des programmes officiels ou en tout cas reconnus pour faire son travail dans la ATIP. Donc là, Lou Elizondo avoue qu'il a détourné des fonds pour ses propres intérêts, en tout cas pour ses propres objectifs. De son organisme. C'est quand même assez grave. Moi, je trouve que ça, je suis étonné que ça passe crème et que personne sachant que le livre aurait été, parce qu'il l'a même dit, le livre aurait été caviardé
Ouais, bon. qui laisse passer ça, c'est Ah, étrange. c'est quand même fou. Et moi, c'est vrai, quand je lis le livre, par exemple, quand je lis l'opération Interlope, ce qui est un petit peu l'opération Rapa Nui de Jimmy Gueux à l'époque, c'est quoi Oui, l'Interlope? Dans le fonctionnement, c'est la même chose. On c'est la même prend chose. des éléments nucléaires. Bon, bah pour Jimmy Gueux, c'était on ouvre un silo. Et là, pour Interlope, c'est on met des bâtiments militaires nucléaires ensemble pour faire venir ce qu'on veut voir. Bon, mais quand tu lis Interlope et son déroulé, tu as l'impression que c'est Gestreton qui a la manœuvre, pas Lou Elizondo. Donc Lou Ah oui, Elizondo oui. est même pas à la tête de think tank au final, enfin, tel que c'est vécu ou vendu. Non, alors après, est-ce qu'il se dédouane pas, en fait, par rapport à la TIP, qui a été un fiasco, qui a même été plutôt... il y a pas mal de reproches qui sont faits sur la TIP, leur existence, leur légitimité aussi, hein, au sein Et du ça aussi. département de la Défense. Et est-ce qu'il est pas, il s'est pas présenté sur un ATIP en disant attendez, je suis pas n'importe qui, j'ai été là. Puis plus ça Ouais. avance, plus on s'aperçoit qu'en fait c'est plus une coquille vide qu'autre chose. Donc pour le coup, est-ce que ça vaut le coup de dire qu'on a été leader de ça Ouais, et de mais balancer le non, mais de quand pendant des années on l'acte, on l'affirme. J'ai vu passer quand même quelque chose où une personne disait mais il a fait signer sa lettre à Harry Reid pratiquement sur son lit de mort. Le mec était en pharmacie maximum. Je suis même pas sûr qu'il sait ce qu'il a signé. Quand tu dis ça, c'est quand même glaçant. Parce que ce qui m'étonne aussi depuis 2 semaines, je vois une espèce de nuage très critique. Mais que ce soit du Davis, du Stratton, enfin voilà, tu sens quand même que les gens qui devraient l'épauler, le pousser en avant, euh, frein des quatre fers. semble plutôt lui planter des couteaux dans le dos. J'ai pas vu de message de Chris Mullen par rapport à ce livre. Alors bon, il y a Matt Ford, lui, c'est sûr, il est à genoux le mec, mais Ouais. je sais pas, j'ai l'impression que ce livre n'a pas. Après, Alors là, je vois non, des. après moi j'attends toujours la pourtant il fait Bah, l'avant-propos. Hein. il fait Il écrit l'avant-propos. l'avant-propos. Hein. Ouais, C'est-à-dire, ouais, ouais. pour le coup, et là je vous le conseille, ça je le dis dans ma chronique que je t'avais envoyée, je vous conseille très fortement de lire le livre d'Elizondo. Et une fois que le livre d'Elizondo est terminé, Alors, de passer à l'avant-propos de Mellon. dis-nous en plus, parce que je t'admets que j'ai dû rater quelque chose que toi Bah, tu n'as pas raté. parce que non, mais c'est surtout parce que par rapport à ce que je dis au début sur ce qu'il est, en fait, au moment donné où on attaque le livre, logique, on attaque par l'avant-propos. Donc, Logique. au moment où on attaque le livre, on est dans un esprit, comme dit Roland Barthes, donc dans le degré zéro de l'écriture, on est dans un état de béatitude. On a le livre d'Elizondo entre les mains, on se dit putain, ça va cogner. Ouais, ouais. Ok. Ouais, c'est les 5 minutes du film où normalement, sur un Marvel, tu as une action extraordinaire, quoi. Voilà. Voilà. On est Donc d'accord. là, normalement, tout le monde a la mi-molle dans la salle et tout. Tu comprends. Donc là, tu ouvres le livre et tu commences par l'avant-propos de Chris Mellon. Chris Mellon, c'est pas Chris n'importe qui. Nolan. Donc tu le lis. Puis, Ok. Moi, la plupart du temps, je vous avoue, les avant-propos et les préfaces, je lis pas. ça me Souvent, saoule. c'est fait Ça me par des saoule. universitaires boiteux qui ont tout vu, Ouais. tout entendu. Là, c'est Et Mellon. puis qui refont le livre, hein, voilà, qui dit bien, c'est toi Donc, qui l'as écrit, mais je veux quand même en faire un. Donc, bon, enfin, bon. donc tu lis Mellon. Et donc, Mellon, bah, il te le vend, le livre. Il est pas con. Hein. Ouais, Sinon, il ferait pas l'avant-propos. Donc, il te donne une caution de sérieux, de crédibilité sur ce que ouais, tu vas lire ensuite. Ok. ouais. Et là, après, tu lis le livre. Si tu fais l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, si tu commences par le livre d'Elizondo, tu n'es pas dans l'attente, tu n'es pas forcément dans la béatitude donc de Roland Barthes. On va prendre ce que dit Italo Calvino, une interview qu'il a donnée. En fait, tu vas commencer un petit peu te détacher du merveilleux, en fait. Hein. Tu dis, est-ce que ce livre, il est là pour avoir des chats qui parlent, hein, je veux dire, pour prendre du merveilleux, hein, dans le sens Perrault du terme. Donc, tu lis le livre d'Elizondo, puis tu dis, putain, il s'est un peu foutu de notre gueule. Et une fois que tu as terminé, tu lis Mellon. Et là, tu vas voir que, mais en fait, Mellon soutient en fait ce qu'il y a à l'intérieur, valide en quelque sorte ce qui est écrit à l'intérieur du livre d'Elizondo. Donc là, on a un autre sens, c'est que tu vas dire ouais bon bah ok Mellon, pardon, Elizondo bon bah voilà il fait de la merde, il nous déçoit et tout. Mais à l'arrivée, on a quand même Mellon derrière. C'est pas n'importe qui Mellon. Donc on a un effet qui se coule. Pour le coup, Mellon et Elizondo sont intimement liés, non pas dans le disclosure qu'il devrait y avoir dans le livre et qu'il n'y a pas, mais dans cette réécriture de l'histoire de l'ufologie, dans cette présentation ethnocentrée de ce qu'est l'histoire des ovnis aux États-Unis de 1947 à nos jours, en fait, hein, grosso modo, et pas ailleurs, certainement pas ailleurs.
avec des groupuscules qui oublient même que les ovnis, ils se présenteraient dans n'importe quel autre pays, on aurait le disclosure. On a quand même pas de bol. Les ovnis se présenteraient chez un ennemi, Russie, Chine, ou je sais pas moi, en confédération helvétique. Qu'est-ce qui empêcherait ces groupuscules, ce Legacy Project, ce groupe d'Illuminati, qu'est-ce qui les empêcherait, puisqu'ils sont très américano-américains, de bloquer ce disclosure qui se passerait à l'autre bout de la Terre? Rien. Et là, pour le coup, Mullen, en fait, passe du rang de avant-propos d'un livre de l'homme qui est l'auteur quand même des Observables et de la Révolution évolutive de 2017 à un type qui cautionne, malgré tout le statut qu'a Chris Mullen, un homme qui cautionne une réécriture biaisée de l'histoire avec un fonctionnement foutraque, des omissions volontaires, hein, parce que on en a on peut pas parlé cacher tout le à l'heure. caviardage. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est très inquiétant quand on sait que derrière, que Mullen, aujourd'hui, il est sur Disclosure Found. Avec Elizondo, avec Nolan. Elizondo, de toute façon, maintenant. Donc maintenant, ils sont devenus copains comme cochons. Mais là, c'est inquiétant. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'ufologie américaine, c'est ça? Oui, moi, j'ai l'impression que cette réécriture totalement biaisée et ce désir absolu de conspirationnisme, attention, hein, je sais pas, c'est pas un gros mot, c'est une définition universitaire, hein, toujours dit, hein, de Popper et Palmer. Donc cette définition de complotisme, de dire qu'il y a une organisation secrète qui nous cache des choses. On est dans le film avec Mel Gibson. Ouais, mais alors, tu vois, encore une fois, moi, ce qui m'étonne, c'est que ça tire dans les coins là sur Lou Elizondo. Hein. Je te dis, Eric Davis, alors qui, soi-disant, maintenant cautionne le fait qu'il ait écrit le mémo Wilson Davis, ce qui n'a jamais été, à mon sens, remis en question. Oui, c'est lui qui l'a écrit, mais c'est plus un scénario qu'autre chose. Le fait de dire c'est moi qui l'ai écrit ne lui donne aucune. Il n'a pas de légitimité. Voilà. C'est un mémo, hein. Voilà, c'est un simple mémo. Stratton dit oui, non, mais Lou Elizondo n'a pas piloté le Dowd. On sait que la Kasky s'est pas gênée depuis plusieurs mois de s'essuyer les semelles sur Lou Elizondo en disant. Ah oui, il avait commencé avant. Oui, lui, il a commencé bien avant. Bien avant. Hein, à partir du moment où Elizondo est un peu ressorti du bois dans le moment post-Grush, la Kasky s'est dit, toi, je vais te. À la sortie de leur deuxième livre sur le Skinwalker, hein, la Kasky n'a jamais été tendre avec Lou Elizondo. Bon, voilà, enfin, je veux dire, il y a pas l'unanimité d'un homme qui normalement devrait représenter le porte-étendard idéal pour cette ufologie-là. C'est pas le cas. Je pense qu'ils ont même pas lu le livre, ils s'en foutent. Hein. Non, mais honnêtement, voilà, ne pas se faire. La Kasky, je pense pas qu'il ait fait l'effort que nous on a fait. Parce que de toute façon, ces attaques sont. Oui, voilà, il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas. C'est de l'attaque sur X, hein, de la diffamation, de l'insulte, que les autres font aussi de leur côté. Donc, de toute façon, il n'y a pas de constructif derrière. Mais effectivement, alors pourquoi est-ce que Elizondo alors, la question, c'est dans ce cas-là, il gêne. Enfin bon, c'est facile. Est-ce qu'il gêne quoi? Il gênerait un disclosure, il gêne la vérité, il a un discours qui est biaisé par rapport à une réalité alternative, ou tout simplement il fait chier le business. Difficile à dire. J'aimerais qu'on revienne aussi sur deux choses qui sont dites dans ce livre. Alors, il s'approche de Gary Nolan. Bon, alors on va clair. Il encense Davis, il encense Lakosky. Il encense Alputov. Il cache bien son cachet de scientologue. Hein. Ça, je l'ai dit hier, mais voilà. À être factuel, autant l'être. Après, scientologue aux États-Unis, c'est pas une tare. Ouais, c'est pas une tare, mais enfin, pour les Européens, c'est bien de le savoir avant d'encenser quelqu'un, quand même, je pense. Hein. Alors, vous allez dire, tu vas pas voir Mission Impossible? Si, je vais voir Mission Impossible. Si, j'avoue. Mais, je fais quand même attention parce que je sais que le gars derrière fait partie d'un truc un peu chelou. Moi, j'aime bien Collatéral parce qu'il se fait buter. Voilà, non mais voilà, après on va être clair. Je voulais aborder justement Nolan lui dit moi j'ai mené des analyses sur des militaires qui ont vécu des rencontres approchées. Bon, manifestement, il y a quelque chose dans leur cerveau qui est différent. Ça c'est, on va dire l'introduction, l'entrée, et puis à un moment il nous dit carrément en fait on se rend compte
que tous ces gens qui vivent des expériences ou autres, ils ont du sens Cherokee. Et j'en ai aussi. Mais ça, c'est quand même, je trouve ça excuse-moi, ou alors c'est absolument novateur, ou alors c'est complètement couillon, quoi. Je veux dire. Alors, je savais que Nolan avait fait des expériences sur des soldats qui avaient été en contact avec des où sont les papiers? Où sont les papiers scientifiques? Par contre, ce qui est très intéressant avec dire le sang Cherokee, ça va être la même chose que les galactiques, comme David Rousseau, par exemple, qui est. Tu me rappelais qu'il est Sioux, lui, il n'est pas Cherokee. Ouais. Bon, c'est pas la même chose. Bien entendu, je respecte les Sioux, je respecte les Cherokees, ce n'est pas la même chose. Néanmoins. Mais attends, j'ai pris un kiff énorme à lire Six Killer Clark, qui sont livres, il n'y a pas de souci. Je veux dire, j'adore. J'ai beaucoup apprécié ce livre-là. Maintenant, à lui donner une vérité historique et factuelle, c'est autre chose. Alors, c'est que aujourd'hui, dans l'imaginaire New Age aux États-Unis, avec ce désir chamanique et tout, des communications dans les autres plans et tout, nous en Europe, on n'a pas le délire sur les Indiens, puisqu'on n'en a pas chez nous. Nous, on a des âmes celtes, des âmes vikings. Voilà, on est tous là-dedans. Le druidisme, effectivement. Le druidisme, ok. Bon, je vous renvoie vers Meroy. Vous avez, ou les conneries bouddhistes et tout de Anne Giraudot. Vous avez tout ce qu'il faut. Nous, en Europe, on a à peu près tout ce qu'il faut. Aux États-Unis, bien entendu, ce n'est pas le cas. Donc, si tu veux mettre un petit peu de néo-évémérisme, mettre un petit peu de passage vers des portes et des mondes parallèles, il te faut une culture et une civilisation qui le fait. Fatalement, les Indiens. Donc, c'est triste, ainsi, de réduire un peuple premier à ça. Attention. Moi, je trouve ça honteux, cette récupération qui est faite sur ce peuple. Donc là, on a une porte ouverte vers le côté un petit peu connerie New Age, Namasté et compagnie, quoi. Donc les Indiens, c'est un petit peu comme les plus vieux auront peut-être la référence, mais un bon épisode de Walker Texas Ranger quand il est au fin fond de la pampa avec des Indiens avec qui il fume un bedeau et puis il part dans un monde parallèle. Cette image, celui-là. Après, il revient et puis il met un chassé au méchant. Quand même. Il lui met un pied dans la gueule. Voilà, quand même. Parce que c'est Walker. Bref. En fait, plus sérieusement, tout ce fantasme aujourd'hui qu'on a sur le chamanisme, le druidisme, aux États-Unis, forcément, il est rabattu sur les Indiens. Pourquoi pas? Et là, pour le coup, on a une énième corde. On a l'impression qu'il essaye de bouffer à tous les râteliers. Et là, maintenant, on part un petit peu dans le New Age, parce qu'on est dans le New Age. Et puis, on va avoir dans la foulée, si on a des êtres qui changent, donc pour le coup, des Indiens, des gens qui ont du sang de ces peuples premiers, qui passent dans d'autres tas de conscience, monde parallèle, vous collez le mot qui vous intéresse, on a le remote writing. Alors voilà. Puisqu'on apprend, en tout cas, moi je l'avais jamais entendu en parler. Et c'est marrant parce que Latkaski avait dit oui, j'avais rencontré ce mec lors d'un repas et il faisait un peu le bouffon en parlant de ses expériences de remote viewing. Donc tu vois, Latkaski avait déjà mis alors comme quoi c'était quelque chose dont il devait quand même faire état. Voilà, alors Lou Elizondo nous explique qu'il a fait partie du programme Great Skills, c'est-à-dire les gens avec des compétences particulières et qu'il a été formé une résurgence du Stargate. Projet Stargate, on est bien d'accord. Alors il nomme pas Stargate, mais il dit qu'il devait rentrer dans un programme qui s'est arrêté juste avant. Bon, si c'est pas Projet Stargate. Projet Stargate, Projet Stargate, l'arrêt c'est 92, je crois. Et ben voilà, donc on est bon. Tu vois, voilà. Et ça colle. Il dit c'est con, je devais y rentrer, mais ça s'est arrêté avant. Mais il ne dit pas Stargate. Encore une fois, il reste, voilà, à toi remplir les trous, quoi. C'est du coloriage qu'il nous demande de faire. Et là, c'est la couleur qui te plaît. C'est dommage ou c'est fait exprès. Je rappellerai aussi que les cas emblématiques qui sont cités par Lou Elizondo, il n'y a rien de frais. C'est Colares. Voilà, on a tout un pavé sur Colares. Colares, c'est un super cas. Non, mais c'est un cas intéressant. Mais enfin, c'est Socorro. Voilà, là, ça c'est les deux cas. Donc attention, parce que pour le coup, Colares, Socorro, attention, même quand on a des cas qui sont pas aux États-Unis, t'as quand même une mainmise de l'armée américaine dessus. Juste pour finir, ces histoires des orbes. Ça aussi, quand même, c'est quelque chose qui va faire du bruit. Alors, moi, j'aurais dit les implants. Quoi que les implants. Les implants aussi. Alors, les implants, alors, il y a un personnage qui est cité sous pseudo, Will Livingstone, un médecin,
qu'il appelle parmi les barbes grises. Hein, c'est les gens qui viennent du civil et qui savent des choses. Moi, je pense que c'est Roger Lair. Voilà, parce que moi, tu me parles implant, médecin. Moi, je suis que moi, ça colle. C'est Roger Lair. C'est Roger Lair, à mon avis. Bon, en plus d'ailleurs, on n'entend plus parler de Livingstone après la date qui correspond à la mort de Roger Lair. De la mort de Lair, ouais. Voilà. Donc, c'est pas acté, mais à mon avis, c'est de Roger Lair dont il parle. Alors, ces implants, ils ont dit quoi? Là aussi, c'est un catalogue de généralités, ce qu'on a déjà entendu plein de fois, qu'on peut pas les enlever, qu'elles sont vivantes. On a l'impression d'avoir une description d'un épisode de X-Files il y a 30 ans. Moi, j'ai lu ça dans Roger Lair, quoi, tu vois, déjà. Donc, bon, et puis encore une fois, voilà, où sont les analyses, où sont les reports, où sont les rapports? Il y a que dalle. Voilà, c'est du vent. Comme pour Lair, hein, de toute façon. Voilà, non, mais voilà. Moi, j'ai l'impression d'avoir une ressucée de l'air ou de quelqu'un qui a pris un bouquin de l'air et qui a fait une espèce de copier-coller. C'est pas ce que j'attendais d'un Elizondo. Moi, c'est ce qui me faisait penser. Hein. Moi, quand j'ai vu Livingstone, je me suis dit, attention, le pseudo, est-ce qu'il a fait un jeu de mots? J'ai cherché. Un Stanley ou un truc comme ça. Stanley Livingstone. Mais quand j'ai lu vraiment dans le détail, je dis, ah ouais, non, c'est Lair, ça. À mon avis, alors il dit que ce médecin était basé à Détroit, ce qui n'est pas le cas de Roger Lair. Enfin, lui donner un pseudo, tu vas pas dire où les. Enfin, tu vas pas non plus. Oui. Non, mais il va pas donner son adresse, il donne un pseudo. D'ailleurs, c'est même logique qu'il donne une fausse ville. Bah oui, voilà, sinon c'est complètement con. Mais moi, je trouve que ça colle aussi assez au personnage de Roger Lair, qui est le gars qui a sûrement le plus travaillé sur ce concept des implants. Il était podologue, hein, Roger Lair. Hein, c'est pas plus un chirurgien cardiaque. Hein, enfin voilà, mais voilà, non. Et il aurait enlevé, je crois, 13 implants, mais alors, on sait pour pas le coup, Elizondo qui se coquine, enfin, je dirais, il manque plus que Blazar à la Sainte Trinité, puis on est bon, quoi. Bah, peut-être qu'il est dans le livre, mais qu'on n'a pas détecté. Mais alors, je me trompe peut-être, mais pour moi, Livingstone, je mets une pièce sur Roger Lair. Ouais, non, pareil. Voilà. Hein, donc, et pour finir, alors, c'est l'histoire d'Orbe qui l'associe directement à son implication dans la ZWAP, hein, sur le coup. Ouais. Bon, voilà. Hein, voilà. Parce que, bon, après, alors on parle pas de style, mais on peut parler quand même de l'état d'esprit. On est quand même dans un état d'esprit qui est. Alors ça, je sais que ça t'avait fait rire l'analyse, donc je vais la ressortir. On a quand même l'impression, quand on lit l'état d'esprit dans lequel Elizondo est dans son livre, que moi, Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée, c'est une sorte des petites filles modèles de la comtesse de Ségur. Quoi. Il est en parano. Alors, si ce qu'il raconte c'est vrai, c'est justifié. Oui. On saurait moins. Mais vu que visiblement, dès qu'on arrive à creuser un petit peu, dès qu'on arrive à mettre un nom sur un pseudo, on s'aperçoit que c'est bancal. Est-ce de la vraie paranoïa ou est-ce que c'est un rôle qui se fait pour se victimiser? Quand on sait juste avant la sortie du livre les craintes qu'il avait sur les harcèlements qu'il avait, tout ça. Je me permets quand même sur la victimisation et Lou Elizondo se décrit un moment comme le Dark Vador. Enfin, son surnom c'était le Dark Vador de Guantanamo, qui lui a donné ce surnom. Et surtout, il indique qu'il avait un mandat ouvert contre lui. Et après, il précise, et contre tous les gens qui travaillaient à Guantanamo. Oui, alors c'est sûr que... Tu vois ce que je veux dire dans sa façon de faire? Et je rappellerai quand même que Lou Elizondo, à ma connaissance, a pu se déplacer à Saint-Marin et en Angleterre au moins, sans avoir été arrêté par qui que ce soit. Hein. Donc, pour quelqu'un qui a un mandat, voilà, pour quelqu'un qui a un mandat ouvert par l'ONU sur le cul... ou alors ils ont raté, ou alors il avait un faux passeport. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, mais il le précise pas. Ça aurait été intéressant de le préciser parce que quand t'as un mandat comme ça sur le cul, tu peux te déplacer dans des pays chelous, en Corée du Nord, au Venezuela, Saint-Marin. C'est l'Italie, c'est pas un pays. C'est l'Europe. Il n'y a pas d'aéroport à Saint-Marin. Voilà, c'est l'Europe. Donc, si tu te déplaces en Europe, que tu as un mandat ouvert au cul. Et puis surtout, américain qui se déplace en Angleterre. Dire, il n'y a pas beaucoup de pays oui. Envers les États-Unis que l'Angleterre. Hein, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Voilà, tu vas dans des pays chelous. On l'aurait retrouvé dans des symposiums au Turkménistan. Je veux bien concevoir. Mais bon, le gars, il fait des vols New York-Londres. Hein, Voilà, donc ça, c'est... Voilà. Mais encore une fois, alors c'est vrai qu'avec les copains dans le live, j'ai réécouté, on a surtout parlé du style. Là, avec Fred, ce qui est bien, c'est qu'on est rentré dans le concret. Dans les choses, et vous voyez que c'est pas un truc qui déconne et le reste du livre qui tient la route. Il y a quand même beaucoup après, de choses.
Après, si on prend, comme je vous expliquais au début, l'idée d'une structure d'un livre ufologique, vraiment un livre d'ufologie, qui est là pour nous vendre une théorie conspirationniste du disclosure, avec des méchants membres de la CIA / Illuminati / ce que vous voulez, qui empêchent une libération de la parole parce qu'il y a des trucs en jeu, saupoudrés de rétro-ingénierie alien, saupoudrés de remote viewing Cherokee, saupoudrés d'organismes, de Skinwalker Ranch, parce qu'il y a Bigelow qui apparaît, donc il y a le Skinwalker Ranch. Là, on a un truc. En fait, il y en a trop. Mais à la rigueur, tu vois, je vais dire la même chose que j'avais dit pour les Radu Sinamar. Très bon roman, mais à la rigueur, aller dans le roman. Voilà, écris un roman inspiré de faits réels. Et puis là, à la rigueur, ça peut être plutôt bandant, plutôt que de vendre ça comme un biopic. Voilà. Et la biopic, ça passe. Alors le problème, on va dire sur le style. En roman, il serait même pas bon. Je ne dis pas. Le matériau. Après, on va peut-être lui faire de la promo, je sais pas si on a le droit, mais ce matériau-là, tu le files à Christian Doumergue. Ouais, mais tu sais quoi, voilà. S'il nous écoute, hein, d'ailleurs, coucou. J'aime beaucoup votre dernier livre. Il est bien. Mais je trouve que le Doumergue se bonifie avec le temps. Mais voilà. Pareil, Christian Doumergue, il a fait des documentaires sur Marie-Madeleine, il a fait c'est pas pareil, alors il utilise, la plume n'est pas la même, peut-être qu'il est moins à l'aise, je pourrais peut-être lui demander, mais en tout cas, en termes de roman, il n'y a rien à dire. Le dernier qu'il a fait sur Rennes le Château, il est top. Mais bref. J'en profite. J'avais pas prévu le coup, hein, mais il est là. Christian qu'on recevra bientôt pour qu'il nous parle d'ailleurs de ce magnifique roman. Avec plaisir, parce que vraiment il est très intéressant. Et là, pour le coup, il y a une lecture qui est intéressante. Là, tu te fais plaisir. Rennes le Château, il y a de la matière, tu peux faire quelque chose de fascinant, d'intéressant. Quand tu structures, le problème d'Elizondo, c'est qu'est-ce qu'il a voulu nous faire? Un livre de témoignages, ok, mais derrière la structure, on est sur une structure qui est, attention, je parle pas de style. On est sur une structure d'un livre d'ufologie dans le but de nous dans le but de nous vendre des méchants administrateurs américains qui sont dans des réunions et qui se réunissent en secret avec des capes pour dominer le monde. Et ce discours ne tient plus aujourd'hui. À moins d'avoir des personnes qui sont toujours là-dedans. Est-ce que c'est pas ça la cible? Est-ce que aujourd'hui l'ufologie, c'est pas juste une bande de gars qui sont en train de rêver d'un disclosure et de secte apocalyptique? Est-ce qu'on n'est pas dans une religion? Je vous ai partagé, hein, les amis, juste avant l'émission, quelque chose qu'on voulait me partager sur la page de Maybe. Alors, je l'ai partagé, mais à ma façon. Il y a des gars qui créent des pages de supporters de Lou Elizondo. Mais c'est pas une équipe de foot, le gars. C'est pas Assange. Pourquoi supporter? Il a écrit un bouquin. Enfin, moi, tu vois, je comprends pas le mot supporter de Lou Elizondo. Je sais pas, c'est déplacé. Non, parce qu'on n'est pas. Je te dis, hein, j'ai même répondu. Hein, il y a Neil deGrasse Tyson qui a un groupe de supporters. Mais après, est-ce qu'il fait de la science aujourd'hui? Ouais, enfin, c'est pareil, c'est déplacé. C'est pas des gens qui ont besoin de supporters. Voilà. Je suis désolé. Et en fait, on n'arrive pas. Je sais pas. Il y a peut-être un biais. On n'arrive pas à comprendre le fonctionnement journalistique d'une étude. On n'arrive pas à comprendre le fonctionnement d'un historien, d'un sociologue quand il se penche sur ces événements-là. On a l'impression que c'est comme je dis à mes élèves, hein, de toute façon, c'est Saint-Michel contre le dragon, hein, c'est le bien contre le mal, et si t'es pas Saint-Michel, t'es le dragon, point barre. Le dragon, c'est nous, là, hein, sur le coup. Hein. Oui. Hélas, pour le coup, effectivement, je prends ma place. Je m'attends, Fred, quand même à des critiques acerbes et peut-être même outre-Atlantique qu'on ose faire une émission à charge sur Imminente. Hein. Je te dis franchement, quoi. Je suis conscient qu'on si Elizondo ou Chris Mullen veulent venir au Maybe pour justifier, pas de problème. Mais on l'a déjà reçu et on le recevra. Et honnêtement, c'est pas qu'on mettra pas des gants, mais on dira ce qu'on pense devoir dire à Lou Elizondo par rapport à ce livre qui n'est pas au niveau par rapport à ce qu'on pourrait attendre. Voilà, c'est clair. Hein. Il y a ce qu'il est et ce qu'il devrait être. Et ce narratif sous-coupiste qui est inquiétant. Bon, de toute façon, les amis, la meilleure chose à faire, lisez-le. Fred vous l'a dit et je pense qu'il a raison. Ça fait partie des livres qu'il faut lire. Nous, on aura essayé de vous apporter notre éclairage. C'est pas un éclairage de rageux. Hein.
Non. Encore une fois, j'aurais aimé en dire beaucoup de bien, mais je ne peux pas. Puis on n'est absolument pas jaloux de Lou Elizondo, surtout la lecture du livre, de ce qui est à l'intérieur. Non, on n'est pas jaloux. On a acheté notre livre comme tout le monde. Voilà, donc là-dessus, pas de problème. Mais faites-vous votre propre avis, lisez-le. Et puis à la rigueur, faites-nous un retour dans les commentaires par rapport à la lecture que vous en avez faite. Nous, bien sûr. Par contre, même si vous n'êtes pas content, nous insulter sert à rien parce que nous répondons. Hein. Oui, voilà. Alors c'est vrai qu'on a tendance à répondre. Ah, derrière le clavier, tout est tellement plus simple. Oh là là, tout est tellement plus simple. Moi, j'habite Marseille. Voilà. Moi, c'est Le Mans, moi. En 24 heures, moi, je te fais dire. Et je travaille pas loin de la gare Saint-Charles. Donc vraiment, si vous voulez venir me mettre une gifle, vous faites un petit MP. Moi, je suis à 10 minutes de la gare Saint-Charles. Alors, l'université du Maine est plus loin de la gare, mais bon, après, quand on aime, on ne compte pas. C'est clair. Bon, Fred, un grand merci. C'était important pour moi aussi d'avoir ton éclairage. Très honnêtement, je trouve que ça aurait été dommage qu'on s'en prive. Et on se retrouve très bientôt, peut-être pour l'interview de Christian. D'ailleurs, ce sera peut-être la prochaine émission qu'on fera ensemble. Et puis, les petits lézards, on vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Allez.